Bonjour, bienvenue sur le plateau télé du CIAN. Nous sommes ici au cœur du mythe de Toulouse, sur le salon des industries d'Occitanie. Grand salon, beau plateau sur lequel j'accueille tout au long de ces 2 jours, jusqu'à demain soir en tout cas, les acteurs de l'économie, les acteurs de l'industrie ici dans la région Occitanie pour aborder un certain nombre d'enjeux, de questions, y compris de questions assez techniques comme celles que nous allons évoquer ensemble avec Xavier Feltin. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes cofondateur et dirigeant de Comuji. Comuji, c'est un produit développé par une entreprise qui s'appelle PBX, basée à Grenoble, une entreprise d'une dizaine de collaborateurs. Votre slogan, décidez vite là où ça compte. C'est quoi votre métier chez Comuji ? C'est très bien résumé. Du coup, nous, on a un outil d'aide à la décision pour les entreprises industrielles, pour les aider à décider vite, notamment sur toutes les questions qui vont être sur les plannings de production. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit produire ? Quelle action on doit mettre en place pour... on parle beaucoup de ramp-up dans les secteurs de l'aéro et de la défense. Comment on passe ces ramp-up ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça marche bien ? Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. D'abord, savoir qui vous êtes pour venir nous parler de ce sujet. Vous avez créé Comuji en 2020 avec votre associé Benoît Elie. Quel a été votre parcours professionnel à vous et à lui ? Oui, avec Benoît, on s'est rencontrés chez une entreprise qui s'appelle Bombardier. Lui était méthodiste et c'était quelqu'un qui était toujours dans l'action. Il aimait bien qu'on prenne des décisions, qu'on avance, parce qu'on peut prendre une mauvaise décision, mais ça fait apprendre des choses et ça fait avancer. Moi, j'ai un parcours aussi industriel. J'ai fait beaucoup de ramp-up dans toute ma carrière, que ce soit dans l'automobile chez Renault, chez Bombardier, dans des PME aussi sur des démarrages de sites. Et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et dans l'équipe, on a une 3e personne en fondatrice qui est Pauline, qui est une spécialiste de l'intelligence artificielle. Le constat qu'on a fait, c'est que dans toutes les usines qu'on faisait, on avait toujours le même problème. Comment on planifie, comment on ramp up. Et on faisait plein d'outils Excel pour faire ça. Et on s'est dit, on va créer un logiciel qui va aider les dirigeants à décider qu'est-ce qui est le mieux pour leur usine, comment on la fait grandir. Et c'est comme ça qu'est né Comuji. D'accord. Alors on adresse toutes nos excuses à Pauline, que j'ai oublié de présenter dans mon petit propos. Donc c'est ce qui vous a amené à créer cette entreprise. Ça marche bien aujourd'hui. Vous avez atteint vos objectifs. Vous êtes dans vos objectifs de développement ? Oui, on est dans les objectifs. On équipe à peu près une 50aine de sites industriels aujourd'hui, principalement des sites industriels de type PME ou ETI, qui font entre 20 et 150 personnes sur les plus gros. Et on voit qu'il y a beaucoup de recommandants autour de ces sujets. La filière aéro fait énormément aussi pour développer à travers Aéro Excellence ces sujets. Donc toute filière, les clients que vous avez sont dans toutes les filières industrielles ? Voilà. On n'adresse pas toutes les filières. Nous, on est spécialisé des petites et moyennes séries et principalement des programmes. Donc, ça va se retrouver dans l'aérodéfense, le ferroviaire, un peu le maritime. On ne fait pas de grandes séries, donc on ne va pas adresser les marchés de l'automobile, la pharma, l'agroalimentaire. Donc, on se spécialise vraiment dans ces filières en petites séries. Alors, on va essayer d'expliquer, de raconter le plus concrètement possible en quoi consiste cet outil, donc Comuji. Comment ça marche, comment ça fonctionne dans une entreprise qui vous adopte ? Ouais, l'idée, c'est du coup, comme je disais, de savoir comment on va produire. Donc, nous, notre point de départ, c'est toujours le carnet de commandes ou les prévisions. Qu'est-ce qu'on a en commande. Donc, quand on a des programmes, souvent, c'est bien parce qu'on a de la visibilité sur plusieurs années. Et du coup, comment on met tout ça en musique. Donc, c'est-à-dire sur des horizons plus ou moins longs. Combien de personnes on va avoir besoin, sur quelle machine on va faire passer, est-ce qu'on va sous-traiter, est-ce qu'on va fabriquer en interne, est-ce qu'on a besoin d'investir, que ce soit dans des recrutements, dans des machines. Est-ce qu'on a besoin de créer de la polyvalence dans notre site, de former des nouvelles personnes sur des nouveaux métiers et tout ça, en fait, ça crée ce qu'on appelle le PIC PDP. C'est le plan industriel. Alors, les gros mots. Les gros mots, PDP. exactement. Alors, le PIC, donc, plan industriel et commercial, et le PDP, plan directeur de production. Alors, c'est quoi l'un, c'est quoi l'autre ? Quels sont leur rôle exact ? Exactement. C'est 2 concepts qui sont très liés. C'est surtout des horizons de temps qui vont changer. Et du coup aussi la profondeur des actions. Sur un PDP, on va être sur des horizons de 1 à 6 mois en fonction des activités. Sur un PIC, on sera plutôt sur 1 à 3 à 5 ans. Donc forcément, on ne va pas avoir les mêmes... Plutôt moyen terme ? Plutôt moyen, long terme. Moyen long terme. Exactement.
Et du coup, sur un PDP, on va être capable de dire il faut embaucher 4 intérimaires. Par contre, on ne va pas pouvoir acheter une nouvelle machine, ou en tout cas pas des grosses machines sur ces horizons si courts. Par contre, sur un pic, on va pouvoir le faire. Donc c'est plutôt effectivement l'horizon des actions qui va changer. Le pic est plutôt d'ordre stratégique et le PDP très opérationnel sur la production à venir. On peut le résumer comme ça ? On peut le résumer comme ça. Moi, j'aime comme bien dire que le pic reste un outil opérationnel et qu'on n'est pas non plus sur le business plan qui, lui, est vraiment très stratégique. D'accord. Donc c'est vraiment la déclinaison opérationnelle du business plan. Alors, à quoi ça ressemble concrètement ces plans tels que vous les échafaudez, vous les élaborez avec votre outil ? L'idée, c'est de faire un scénario qui va permettre d'arbitrer selon le triptyque classique. Combien ça va me coûter de produire, avec quelle marge, quel sera mon niveau de stock, donc mon besoin en fonds de roulement sur la période, parce que ça a un impact aussi sur la trésorerie de l'entreprise. Oui. Et quel sera ce qu'on appelle le gros mot aussi, l'OTD client, donc la satisfaction client, combien de clients vont être livrés à l'heure, est-ce que je prévois d'avoir du retard. Et du coup, ça va être un arbitrage entre plusieurs scénarios selon ces coûts-là, en disant si j'investis, ça m'impacte ma trésorerie de quelle façon. Si je produis un peu plus en amont, quel va être mon niveau de stock. Si je sous-traite plutôt que d'investir une machine, quel est l'impact sur ma marge. Et en fait, du coup, c'est vraiment un scénario assez concret avec 3 indicateurs clés qui permettent ensuite d'arbitrer sur le scénario. Et du coup, ça se traduit ensuite en un plan de production en disant qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va fabriquer, à quel moment, sur quelle machine. Ce scénario, alors vous parliez tout à l'heure du business plan, donc le plan stratégique de développement de l'entreprise. Il n'en est pas seulement la déclinaison logique. C'est plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'on a un business plan qu'on est capable d'arbitrer sur les sujets que vous venez d'évoquer, emploi, investissement, développement de compétences, formation. Ouais, exactement. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Et le business plan, ça reste une vision très macro de ce qu'on veut faire. Et ensuite, on va du coup le cascader dans le détail sur chaque personne, chaque machine. Qu'est-ce que ça représente vraiment en termes de chiffre d'affaires, en termes de coûts, en termes de charge de travail, pour justement pouvoir arbitrer dans le détail chaque décision. Ces documents, alors on va les appeler comme ça, ces plans, ces projets, ces feuilles de route sont essentiels pour le fonctionnement d'une entreprise. C'est évidemment le discours que vous portez. C'est évidemment le discours qu'on porte, et c'est aussi souvent un constat qu'on fait au sein des PME qui sont souvent dans le quotidien, dans l'action, et qui ont parfois du mal à prendre de la hauteur et à regarder un peu plus loin qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois fabriquer. Donc c'est vraiment essentiel. C'était un constat aussi à la création de l'entreprise. Moi, j'ai fait beaucoup d'audits fournisseurs dans ma carrière, et je voyais des super belles PME qui perdaient des contrats parce qu'elles n'avaient pas cette maîtrise, elles n'étaient pas capables de rassurer leurs clients sur leur capacité à produire, parce que c'est aussi un vrai challenge en ce moment, et encore plus en ce moment sur les secteurs qu'on cible, d'être capable de rassurer son donneur d'ordre sur la capacité à produire en temps, en heure et en qualité, évidemment. Vous dites aux dirigeants d'entreprises et de PME en particulier, levez donc un peu la tête du guidon pour prendre le temps nécessaire à la planification de votre développement. Et c'est, deuxième point, très important, voire essentiel dans des périodes difficiles. Pourquoi ? Exactement. Souvent, les clients, quand on installe le logiciel, après quelques mois, ils nous disaient, en fait, on s'est rendu compte qu'avant, on subissait la charge. Ça arrivait, on ne la voyait pas venir, et on le voyait quand c'était là, et du coup, c'était trop tard. Et maintenant, la charge est toujours là, sauf qu'on l'anticipe, on la prépare, et du coup, on est prêt quand elle arrive. Et ça change tout au quotidien. C'est plus de sérénité, plus de marge, plus de confort pour travailler, moins de stress. Et ça fait vraiment la différence au quotidien dans une PME. Ouais. Et dans une PME, qui est-ce qui s'occupe d'élaborer, de rédiger ces feuilles de route ? C'est souvent un point qui fait défaut dans les PME. Il y a souvent des ordonnanceurs qui vont justement travailler plutôt la partie court terme de la production. Et justement, on peut reprendre les gros mots. Le planificateur PIC PDP, c'est plutôt quelque chose qu'on va trouver dans des structures de type grand groupe ou gros ETI. Il y a très peu de déclinaisons dans les PME ETI. Et justement, ça illustre bien le fait que ces PME n'ont pas cette structure qui permet d'aller travailler le moyen terme, en tout cas, et qui apporte du coup beaucoup de valeur. Donc c'est souvent partagé entre le responsable supply, le responsable production, un peu le dirigeant. Mais au final, il n'y a pas une personne dédiée à ça qui prend le temps de le faire. Et dès qu'on a une crise, on met ça de côté, alors que c'est souvent ça qui permet
pas forcément sortir de la crise aujourd'hui, mais qu'elle dure le moins longtemps possible et que la prochaine fois on soit prêt. C'est quoi les compétences de ce planificateur, de cette personne idéalement dédiée à la réalisation de ces projets, de ces feuilles de route? Alors c'est il n'y a pas d'école pour les former? Si, ça se forme, ça, du planificateur? Il y a très peu d'écoles. Ouais. C'est un des constats qu'on a fait. Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait une spécialité supply chain et c'est toute petite part de la formation. Et j'ai fait une des seules écoles qui formait un peu à ça. Oui. Donc c'est un vrai trou dans la raquette en France, mais aussi à l'étranger. On met beaucoup de qualité dans les process et on a des super produits qui sont fabriqués en France ou à l'étranger. Par contre, l'orchestration de l'usine, un peu le chef d'orchestre, on a des super violonistes, mais on n'a pas de chef d'orchestre. Et c'est ça qu'on essaye d'apporter à travers ça. Alors la solution, si on n'en a pas sous la main, dans ses effectifs, c'est quoi? Ça peut s'externaliser, ça, par exemple? Eh bien, justement, aujourd'hui, au CIAN, on lance notre nouvelle offre de planificateur PIC PDP externalisé pour répondre à ces besoins. Et pourquoi on le fait externaliser? Parce qu'effectivement, c'est une compétence qui n'est pas sur le marché et à l'échelle d'une PME, ça ne correspond pas à un temps plein. C'est aussi pour ça, je disais tout à l'heure, on les retrouve dans les ETI grands comptes, ces postes-là, parce que sur ces volumes d'entreprise, ça correspond à un temps plein. Sur une PME de 50 personnes, c'est pas pertinent d'avoir quelqu'un à temps plein pour faire ça. Oui. Mais du coup, le fait d'externaliser, ça permet d'avoir un regard extérieur sur son site, de forcer à regarder un peu plus loin qu'aujourd'hui. Et du coup, ça apporte beaucoup de valeur. C'est le pari qu'on fait et c'est ce qu'on a vu sur les premiers tests qu'on a fait avec nos clients partenaires. D'accord, donc concrètement, si on fait appel à vos services donc pour réaliser depuis l'extérieur ces planifications, vous, ça implique quelle méthode de travail, quelle démarche vis-à-vis de votre entreprise cliente? Ouais. Donc, nous, c'est beaucoup d'analyse de données. Vous demandez c'était quoi les qualités d'un bon planificateur PIC PDP, c'est de l'analyse et un gros esprit de synthèse. Parce que pour que les gens décident, il faut que ça soit clair pour eux ce qu'ils vont faire. Et du coup, une principale qualité, c'est analyse de données, synthèse, pour donner à l'équipe qui va prendre la décision toutes les clés et que ça soit clair pour elle de quelle est la bonne solution. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que ça permet à tout le monde que la décision soit prise en connaissance de cause, en disant peut-être qu'on fait ce scénario-là, on sait que notre marge va un peu se détériorer, mais par contre nos clients vont être contents, ils vont être à 100% de satisfaction client. Donc on est connaissant et en fait quand on met ensuite en place le plan d'action, ça revient pas en disant oui, si on fait ça on dégrade notre marge. Oui, mais ça on le savait dès le début et on a accepté ce risque et du coup ça permet ensuite de travailler plus sereinement et pas de revenir tout le temps sur les mêmes questions. Vous allez avoir une position un peu particulière, vous êtes extérieur à l'entreprise et vous allez écrire finalement les modalités de son fonctionnement, parce qu'il s'agit bien de ça, en prenant l'entreprise telle qu'elle est. Donc ça va dépasser la simple rédaction d'une feuille de route, votre job. Ça va être de constater que la machine n'est pas suffisante, qu'il manque du personnel, que certaines compétences doivent être retravaillées. C'est finalement un travail plus complet qu'il n'y paraît. Oui, c'est un vrai travail de fond et ça ne se fait pas complètement à distance. On a quand même une phase d'onboarding aussi du planificateur pour qu'ils comprennent. Le onboarding, c'est aller dans l'entreprise pour la comprendre. Oui, exactement. Je traduis en termes non aéronautiques. Exactement. Oui. Et bien comprendre ses enjeux, quelles sont ses contraintes. Mais ça permet aussi d'avoir un œil extérieur et d'appliquer des bonnes pratiques où des fois on se met un peu des barrières mentales. Oui. On se dit je ne peux pas faire de trop vite parce que j'ai l'impression que ça va me coûter tant. En fait, quand on pose des chiffres, ça vaut le coup de le faire. Et en fait, ça permet du coup, encore une fois, par les données, d'aider à prendre la décision en se confortant. J'ai l'intuition, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Si je me suis trompé, peut-être que ça va. Donc, ce regard extérieur, il apporte aussi beaucoup. Et c'est souvent ce qui est intéressant pour nos clients dans leur retour, c'est d'avoir ce regard extérieur qui leur permet de prendre de la hauteur et du recul sur leur activité. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples d'entreprises qui ont adopté Komuji et qui en ont tiré des bénéfices. Quels bénéfices concrets ça peut apporter dans une PMI? Oui, on en a plusieurs, puisqu'on a 40. J'espère pour vous. 40 sites. Mais j'en ai une en particulier. Alors on est à Toulouse, on parle aéro forcément, qui fait de l'aéro, alors qui est plutôt dans la région d'Angers. Mais en 3 mois sur ce programme, ils ont été capables de faire plus de 29% de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même pas loin d'être négligeable et ça correspond à
Et en jouant sur quel levier sur sur l'organisation, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de ruptures de charge au sein dans leur planning parce que le planning n'était pas forcément optimisé. Ils ont un sous-traitant aéro, donc énormément de traitements de surface, des pièces qui viennent, qui rentrent dans l'usine. Donc planifier la charge au bon moment, c'est important. Anticiper quand est-ce qu'on a besoin des personnes. Si les pièces sont pas là, ça sert à rien de faire venir les gens. Et en fait, ça permet de libérer 15% de capacité chez eux, le programme qu'on a fait, et 15% de capacité, c'est quasiment 30% de chiffre d'affaires en plus, donc c'est loin d'être négligeable. Et ça a un vrai impact sur leurs résultats. Et ça leur a aussi permis, du coup, ils étaient en phase, quand on a commencé le programme avec eux, ils étaient en phase d'appel d'offres, et justement sur un grand donneur d'ordre du secteur aéro, ça a énormément appuyé leur dossier, leur candidature sur le fait que ils avaient des chiffres très précis et ils savaient montrer qu'ils allaient piloter la capacité à prendre cette nouvelle commande. Ouais. C'est un élément rassurant pour le client de ces entreprises. Ouais, on se positionne aussi en tiers de confiance en disant on sait qu'ils maîtrisent leur charge de capacité, c'est piloté au quotidien et c'est pas quelque chose qu'on fait au moment de l'appel d'offres où on présente un graphe charge capacité qui va être mis aux oubliettes et qui va jamais être piloté au quotidien. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence et qui donne confiance aussi pour la suite. Donc ça marche, preuve à l'appui, chiffres à l'appui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise, les dirigeants de PMI hésitent, le font pas ou hésitent à le faire? Je pense qu'il y a ce que vous disiez tout à l'heure, la première barrière, c'est est-ce que c'est pertinent que ça ne soit pas à l'intérieur. Il y a aussi on travaille beaucoup sur la compréhension du problème. La planification industrielle, c'est toujours simple de fabriquer un produit, de planifier la fabrication d'un produit. Et on a souvent cette image en tête. Ce qui est difficile, c'est d'en fabriquer 1000 en même temps. Et c'est là que la complexité arrive. Et du coup, il faut arriver à passer ce cap de se dire, en fait, ce problème, il paraît simple à l'échelle locale, mais quand on le regarde dans la globalité, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand vous allez commencer à travailler dans des entreprises comme planificateur externalisé, la principale difficulté à laquelle vous allez être confronté, finalement, est-ce que ce n'est pas la disponibilité et la qualité des données de l'entreprise que peut vous procurer l'entreprise? C'est une excellente question et c'est une excellente remarque. Et c'est souvent aussi un des freins pour compléter la réponse précédente. On a souvent peur que nos données soient suffisamment pas bonnes et pas justes et ne permettent pas d'agir. Je pense que justement, il faut partir de ce qu'on a. C'est un peu contre-intuitif et c'est un peu une vision entrepreneuriale, mais souvent on dit c'est la stratégie qui va déterminer les actions. Nous, on pense que c'est l'action qui va déterminer la stratégie. C'est en utilisant les données qu'on a qu'on va savoir lesquelles il faut améliorer en priorité. Et c'est comme ça qu'on va avoir un cercle vertueux d'amélioration de sa donnée. Puisqu'on parle de données, Xavier Feltin, j'ai une question un peu brutale. Vous me permettez de vous poser une question un peu brutale? Il faut. À l'heure du déjeuner. Xavier, est-ce que vous n'avez pas peur demain d'être remplacé par une IA? C'est une bonne question. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui est une spécialiste de l'IA dans l'équipe. Oui. Nous, on utilise beaucoup l'IA. On l'inclut petit à petit dans notre logiciel aussi. Après, on considère que notre cœur de métier, c'est la planification. Et c'est des problèmes qui se gèrent pas, en tout cas avec ce qu'on appelle les IA génératives, dont on parle beaucoup, que ce soit des Mistral AI, des ChatGPT ou autres, qui sont des IA génératives qui sont pas du tout pertinentes pour ce genre de problème. Si vous demandez à ChatGPT combien il y a de mots dans une phrase, il ne va pas savoir vous dire. Alors, il va vous donner une réponse, mais ce ne sera pas la bonne. Donc, quand on est sur des solutions exactes, c'est pas ça qui marche. Du coup, à court terme, non, mais en tout cas, nous, on utilise les outils au quotidien pour le support utilisateur, pour le développement, mais c'est pas ça qui va nous remplacer demain, en tout cas. En tout cas, il y en aura dedans, ça c'est sûr. Donc, Omuji, je résume, c'est un logiciel qui permet de construire sa planification de production au sens large, on l'a bien compris. Et c'est aussi maintenant, à partir d'aujourd'hui, un service de planification externalisé avec un expert qui intervient pour votre entreprise et pour vous aider à identifier vos charges, vos moyens, adapter et optimiser vos moyens de production avec tous les enjeux qu'on a évoqués ensemble. Le message qui est le vôtre, la vision qui est la vôtre aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qu'on n'a pas le luxe d'ignorer.
C'est exactement ça. Ouais. C'est hyper bien résumé. Bravo. Mais oui, ça fait vraiment la différence à très court terme. On le voit avec le cas que j'ai dit juste avant. 3 mois, 29% de chiffre d'affaires en plus, qui peut se permettre de passer à côté. Je ne connais pas de dirigeant qui me dirait non. Merci beaucoup Xavier Feltin. Je rappelle donc votre entreprise s'appelle PBX et ce produit que nous vous invitons tous à regarder de près s'appelle Komuji. Nous sommes sur le salon des industries d'Occitanie, le CIAN, ici à Toulouse. Bienvenue sur le plateau du CIAN et nous sommes ensemble jusqu'à demain soir. Bonne journée.